Bonsoir Nadia, j'espère que je prononce correctement votre prénom, Nadia Bouzegran. Bonsoir, vous êtes journaliste et fondatrice du quotidien francophone extrêmement réputé El Watan. Vous dirigez le bureau parisien du journal et vous estimez que la question est de savoir jusqu'où peut aller le peuple sans être réprimé. Aujourd'hui, malheureusement, rien n'exclut l'usage de la force pour mater la fronde populaire en Algérie. À côté de vous, Flavien Bourra, bonsoir. Vous êtes géographe, chercheur sur le Maghreb et le Moyen-Orient à l'IRSEM, et pas à l'INSERM. Ça n'a rien à voir. Chercheur à l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, précisément. Selon vous, Flavien Bourra, le pouvoir algérien tient sur deux rentes. La rente mémorielle, d'une part, c'est-à-dire la légitimité historique révolutionnaire de la guerre d'indépendance, et la rente des hydrocarbures, deux rentes qui sont en passe de disparaître. Et Louis Martinez, bonsoir. Vous êtes politologue spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, directeur de recherche à Sciences Po, au CERI, et vous estimez que les partenaires du régime de Bouteflika, partis, armée, police, syndicats, patronat n'ont pas envie de voir l'édifice s'effondrer. Ils se révèlent par ailleurs incapables d'imaginer des mécanismes de transition. Nous voilà bien. Nadia, première question du débat sélectionnée parmi celles de nos internautes. Oui, c'est la question suivante. La rue manifeste en ordre dispersé. Quel leader serait capable de fédérer cette contestation? Nadia Bouzegran, est-ce qu'il y a une opposition en Algérie? Et si oui, qui l'incarne? Parce que vu d'ici, on voit simplement un mouvement spontané et pas de force politique qui s'oppose à ce 5e mandat. Il y a une opposition, mais une opposition qui a été atomisée, qui est morcelée, qui aujourd'hui est en train de chercher, d'ailleurs en ce moment même, elle est en réunion. L'opposition donc, au 5e mandat, organisée, partisane, est en train de chercher une incarnation, une figure, une feuille de route, pour la suite. Déjà se mettre d'accord sur la suite à donner au mouvement populaire, au mouvement massif de la rue. Il y a aussi une société civile, elle aussi qui a été atomisée, mais qui est en train de renaître. Elle a besoin, et elle est incarnée, on la voit dans ces jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui manifestent de manière pacifique, avec civilité, avec civisme, et qui sont tous porteurs d'un même mot d'ordre. Pas de 5e mandat et un changement de système. Voilà. Alors Claude, le chiffre du jour. Le chiffre du jour illustre, mon Dieu, presque l'éternité d'un système à l'échelle d'une nation. 1962-2019, ça va faire 57 ans cet été que l'Algérie est indépendante, 57 années du pouvoir d'un seul parti, le FLN, qui avait lancé la guerre d'indépendance contre les Français à la Toussaint 1954. Question pour vous, Flavien Bourra. Les manifestations que l'on voit en Algérie ne sont pas dirigées à l'encontre d'un homme, Bouteflika, accroché au pouvoir. Ce sont des manifestations contre un parti, contre un système, un coterie, un clan, une mafia. Que diriez-vous ? Oui, très clairement, ça n'est pas la personne même, comme vous l'avez dit, de Abdelaziz Bouteflika qui suscite la colère. C'est plutôt le fait qu'il se représente alors qu'il est dans un état de santé où il ne permet plus de Alors, on le représente, ça veut dire qu'on le représente? Oui, on le représente, il se représente là-dessus. Vous savez, Donc on parle du FLN, on parle d'un système politique en place depuis l'indépendance? Moi, j'ai toujours pensé que le système politique algérien, d'abord, il est très opaque. Ça, c'est quelque chose et qui reste encore d'actualité. Il est très difficile, même en Algérie, je crois. Beaucoup de gens n'ont pas toujours les clés de compréhension parce que c'est un système qui vit replié sur lui et qui ne communique pas à dessein. Alors, pour moi, je vois le système algérien plus comme un système composite, effectivement, qui prend ses racines dans la guerre d'indépendance, et qui, au fond, dans son mode de fonctionnement, n'a pas vraiment évolué depuis cette période. Système composite qui associe à la fois, effectivement, une légitimité politique et historique, autour, par exemple, du président actuel. Bon, il y a l'armée, le pôle sécuritaire et militaire, qui aussi... Alors l'armée algérienne et l'armée nationale populaire, je la vois plus comme la gardienne du temple, d'un certain nombre de lignes rouges, mais attention, elle ne gouverne pas, contrairement à ce qu'on entend souvent. Dans les manifestations que l'armée gouverne. Et je crois que c'est une vision qui est un petit peu excessive. Elle a gouverné peut-être, elle s'est engagée dans la gestion politique pendant la période exceptionnelle de la guerre civile des années 90, mais actuellement, je pense qu'elle est volontairement en retrait. Et puis, il y a aussi d'autres structures, moi je vois ça un petit peu comme un cartel, il y a ce qu'on appelle la famille révolutionnaire, et puis aussi des groupes d'intérêt, des acteurs économiques, mais qui sont très liés au pouvoir. Qui gouverne, Louis Martinez?
Disons que c'est difficile à répondre directement, mais il y a quand même une coalition d'acteurs. Enfin, on ne peut pas exclure. L'armée en est partie prenante et je pense que c'est quand même un élément majeur dans l'influence de la direction politique. Il paraît qu'il y a un proverbe en Algérie qui dit « Tous les pays ont une armée, en Algérie, c'est l'armée qui a le pays ». Alors, ça pouvait être vrai à une époque. Je pense que d'autres ont accès à ce pays aussi. Et je pense que notamment, on a vu les partis politiques, on a vu l'UGTA, qui par exemple en Tunisie avait fait l'Union générale des travailleurs algériens. Voilà, là, elle est satisfaite. Il y a de la dépense publique depuis 15 ans. On a également le patronat, le FPE, qui soutient. Ce sont des acteurs qui ont appelé à voter Bouteflika à chaque reprise, parce que concrètement, c'est vraiment une coalition en fait d'acteurs qui trouvent un intérêt à voir ce régime-là perdurer et qui estiment que c'est finalement la moins pire des situations que d'avoir un président finalement quasi absent et qui permet d'une certaine manière de co-gérer, je dirais, un certain nombre de secteurs sans trop de difficultés. Donc au-delà même, peut-être au-delà même de différences d'appréciation, de sensibilité, etc. Mais il y a cet objectif commun de faire perdurer le système. Oui, Nadia Bouzégrane. Oui, je voudrais quand même apporter une nuance concernant le rôle de l'armée. Si l'armée ne gouverne plus directement, ouvertement, elle est maîtresse du jeu. Je veux dire, elle a un rôle extrêmement important. On nous a toujours dit que l'armée ne gouverne pas, etc. C'est un pouvoir élu. Mais quand on voit ces déclarations toutes récentes, y compris de menaces de la rue, soutenant le programme du président Bouteflika et le défendant, moi, à mon sens, c'est un parti pris. Et nous savons que l'armée est bien sûr, à l'intérieur, il doit y avoir des discussions, des dissensions, etc. Mais l'armée a un rôle très important. Il y a une clientèle qui s'est formée autour, particulièrement du président Bouteflika, et depuis que la rente, parce qu'avec son premier mandat, le pétrole a dépassé les $120 le baril. Donc la rente était importante. Il y a une clientèle qui s'est constituée autour de lui et des hommes d'affaires, entre autres. Alors, Abdelaziz Bouteflika a un frère, il s'appelle Saïd, et ce frère a la main sur le président. Voici son portrait par Olivier Boucreux. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Le 5e mandat frappe à la porte et tapis dans l'ombre, une ombre veille. Alors, faut-il jouer à cache-cache avec Saïd Bouteflika? Mister Mystère par-ci, œil du roi par-là, marionnettiste, grand vizir et donc possiblement calife à la place du calife. Du petit frère d'Abdelaziz Bouteflika, on dit tout et parfois n'importe quoi. Mais surtout, on ne voit rien. Pas facile en effet de tirer le portrait en beauté d'un homme si flou, si discret, si secret. Ce qu'on peut dire au moins, sans trop s'avancer, c'est que leurs destins sont intimement liés par le sang déjà. Abdelaziz avait 20 ans quand son petit frère est né, et c'est lui qui a fait office de père quand le vrai est mort 1 an plus tard. Sa proximité familiale explique comment cet élève moyen et effacé chez les jésuites, ce prof de physique sans envergure, ce syndicaliste mineur, est devenu l'homme si influent qu'on dit aujourd'hui à la fois directeur de cabinet non officiel, porte-parole, conseiller privilégié. Parmi les hommes du président, seul Saïd a le droit d'entrer sans frapper dans le bureau ovale, ou plutôt la chambre d'hôpital du chef de l'État. Depuis la maladie du président, le petit frère a pris sous son aile son aîné mourant et le pouvoir avec lui. Petit et frêle peut-être, mais puissant, si puissant que les Américains auraient déjà enquêté sur lui via des diplomates basés en Algérie, en France, en Tunisie ou au Maroc. Mais le peuple semble aujourd'hui en avoir assez des jeux d'ombre et de lumière, d'un clan indéboulonnable. Merci Olivier Boucreux. Claude. Donc il y a ce président qui est apparemment suisse, qui est hors d'état de présider, qui est la conjonction d'un cartel interne, on l'a compris. Luis Martinez, est-ce que la corruption est le mot-clé pour comprendre la crise algérienne telle que le vivent les manifestants? Oui, pour les manifestants, c'est très clair. Ils ont le sentiment d'être les exclus, les oubliés de la redistribution. Pendant 20 ans, pour tous ceux qui soutenaient Bouteflika, ça se passait plutôt bien, que ce soit l'armée qui a vu son budget passer de 2 milliards à 10 milliards, la police, que ce soit également dans le patronat avec les subventions de toutes les entreprises en faillite. On a vu finalement se déverser des dépenses publiques de façon incroyable. L'UGTA était ravi de voir autant d'argent circuler. Le syndicat, donc. En revanche, pour tous les autres, les étudiants, le personnel de santé, la classe moyenne qui se sent appauvrie, l'inflation qui revient, la monnaie qui en fait est dévaluée en permanence, là, on a le sentiment
sentiment concrètement que la rente, on ne la voit plus. On ne voit plus du tout à quoi elle peut servir, si ce n'est à 2, 3, 4 millions de personnes qui, dans le premier cercle finalement de l'entourage présidentiel, trouvent directement un intérêt à le soutenir. Mais on parle d'un pays de 40 millions d'habitants. Donc Nadia Bouzégrane, c'est une révolte sociale d'un peuple qui ne peut plus vivre, autant, peut-être même plus qu'une révolte politique. Moi, j'appellerais ça plutôt une révolte citoyenne. Les Algériens, ces jeunes qui sont sortis dans la rue, auxquels se sont joints les aînés, n'ont connu que Bouteflika. C'est un pays extrêmement jeune. On parle de la guerre d'Algérie, on parle d'indépendance. En réalité, c'est une génération Bouteflika qui ne veut plus de ce qui existe. 70% de la population algérienne a moins de 40 ans. 43% à moins de 20 ans. Alors, vous voyez, qui n'ont même pas connu la guerre civile. Qui n'ont connu ni la guerre civile, ni d'autres chefs d'État. Ils n'ont connu que Bouteflika. Il y a un immense divorce entre ce pouvoir autocratique qui s'est construit autour de Bouteflika. L'arrogance venant de la rente, quand il y avait de la rente. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de rente. Hein. On en a pour une année. Il reste de l'argent pour un an. Après, il n'y en a plus. Or, ces jeunes, ils ont envie d'avoir des dirigeants qui leur ressemblent, des dirigeants qui soient... C'est plus que leur grand-père, avec tout le respect qu'on doit à rappelons nos anciens. qu'il a 82 ans. Voilà. Et qu'ils ont 20 ans. Claude, faites-nous écouter quelqu'un qui était ce matin sur France Inter et qui évoquait la question des islamistes. Une autre inconnue, parce qu'il y a effectivement cela, c'est le fantôme, c'est la personne qui est cachée. Est-ce que l'agitation, est-ce que le renversement éventuel du régime pourrait finalement profiter aux islamistes? On va entendre l'écrivain algérien Mohamed Kassimi, il était sur Matin sur France Inter. Les islamistes se sont toujours tenus à l'écart des grands mouvements populaires qui ont agité le monde arabe ces dernières années et ils sont arrivés toujours à la dernière minute pour ramasser la mise. L'influence de l'islamisme est indéniable dans la société algérienne aujourd'hui. Elle ne va pas devenir une société laïque du jour au lendemain grâce à une révolte de jeunesse. Flavien Bourra, en 1991, le Front islamique du salut aurait dû remporter, parti islamiste aurait dû remporter contre le FNL système des élections législatives, interruption du processus électoral, des années de guerre civile. Est-ce que cela peut se répéter d'une autre manière et à l'arrivée, on aura aux portes de la France un régime islamiste après le départ des oligarques? C'est très difficile à dire. L'offre, le champ islamiste a évolué beaucoup en Algérie. Cet islamisme politique qui était incarné par l'ancien fils, il a disparu, il a été vraiment marginalisé. Disons, il a été rendu illégal. Donc il n'est plus une menace pour le régime. Ce qu'on appelle le djihadisme, le salafisme djihadisme incarné par Hakhmi, disons, on voit presque de disparition. Il reste encore limité dans certaines zones du nord-est de l'Algérie, mais c'est quelque chose qui est en voie de résorption. Mais il y a le troisième grand courant, qui est le salafisme prédicatif, qu'on dit aussi madraliste, qui lui est en pleine expansion en Algérie. Alors il est par définition apolitique, il est légaliste et légitimiste, c'est-à-dire il ne conteste pas le pouvoir, on ne les a pas du tout entendus, mais ils infusent dans tous les tissus de la société. La question qui peut se poser, c'est ce courant qui pour le moment a une attitude quiétiste et légaliste, en cas de détérioration grave de la situation, quel serait son comportement? Ça, c'est une question qui reste en suspens. Parce c'est un courant qui maintenant qui est puissant, qui est au sein de la société, dans les mosquées, etc. Donc c'est peut-être une nouvelle donne, mais il est beaucoup trop tôt pour anticiper. Et vous n'êtes pas Madame Soleil. Une autre question, on reviendra à votre question. Oui, parce que je voulais juste compléter ce point-là, c'est important. Les islamistes ont été et sont dans le jeu politique. Ils ont même fait partie de l'alliance présidentielle. Certains sont dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition aujourd'hui. Ils ont présenté lors des mandats précédents, des candidats. Ils ont obtenu des scores très faibles. Le score du fils n'est plus pensable aujourd'hui en Algérie. Non, on ne peut pas dire ça. Enfin, honnêtement, on n'a aucune idée de ce que pourrait être une force politique algérienne islamiste aujourd'hui. Moi, sincèrement, on n'en a aucune idée, tout simplement parce que pendant 20 ans, il y a eu un contrôle, il y a eu une marginalisation. Mais il n'est pas immunisé contre l'islamisme. Et rien ne peut nous prédire qu'il serait
faible ou fort. Je pense que là, il faut qu'on soit vraiment... humble. Oui, on ne peut pas Prudent, savoir en termes de cas. force politique islamiste. Évoquons la question de la diaspora. 7 millions d'Algériens vivent en dehors de l'Algérie et en France, je crois, 800 000. 800 000, oui, 815 000. Alors, la diaspora qu'on a vue, place de la République à Paris et dans d'autres villes. Et manifester également pour les Algériens, parce que le ras-le-bol dépasse les frontières. Hier, ils étaient 6 000 manifestants à Paris, 1 500 à Marseille et aussi quelques centaines dans d'autres grandes villes du monde, à Londres ou à Montréal. Donc des Algériens de l'étranger qui se sont joints au mouvement avec parfois les mêmes slogans, parfois avec les mêmes banderoles qu'à Alger, mais aussi avec des revendications spécifiques, puisque les binationaux ont leur propre grief à l'endroit du gouvernement, en particulier depuis le vote en 2016 de l'article 51 de la Constitution algérienne. C'est un article qui interdit aux binationaux d'accéder aux hautes responsabilités de l'État, aux fonctions politiques. Ça veut dire qu'un binational ne peut pas briguer un poste de ministre ou un fauteuil à l'Assemblée. Ça avait été vécu comme un soupçon humiliant de déloyauté des binationaux envers la patrie, comme si c'était des mauvais patriotes. La diaspora française en particulier, elle formule d'autres récriminations. Le fait, par exemple, et c'est pas anecdotique, que la loi qui promettait de prendre en charge les transferts vers l'Algérie des dépouilles des ressortissants algériens décédés à l'étranger, elle n'est pas ou peu appliquée. Elle dénonce également, cette diaspora, un racket avec le prix des billets pour se rendre en Algérie. L'été, ça coûte très très cher de retourner voir ses proches. Et c'est cher, notamment à cause de l'absence de concurrence qui a été décrétée par le pouvoir. On disait donc 815 000 franco-algériens en France, 7 millions à l'étranger. Est-ce qu'il y a, Luis Martinez, une homogénéité, une couleur politique parmi ces étrangers, ces Algériens qui vivent à l'étranger? Est-ce qu'ils sont tous contre ce 5e mandat? On ne pourrait pas dire ça non plus. Je pense que ceux qui l'expriment clairement sont dans la rue et le disent. Je pense que la communauté algérienne de France, un peu comme en Algérie, elle est partagée par plusieurs sentiments, qui vont de la colère au sentiment d'humiliation par rapport à un candidat qui finalement n'est plus apte, à l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui pourrait finalement le remplacer si jamais on n'a pas de compromis pacifique, et en même temps au sentiment de se remobiliser sur un pays qui pendant quand même 20 années a été politiquement assez éloigné, parce que finalement le système de Bouteflika faisait que ça avait atomisé un petit peu l'ensemble de la communauté algérienne. Donc je crois que c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui sont là. Ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est en fait l'attitude qu'il va y avoir jusqu'aux élections, si elles ont lieu en avril. C'est-à-dire quel type de rapport la société algérienne va avoir avec finalement cette candidature imposée de Bouteflika, comment finalement l'armée et la police vont continuer à gérer une tension à la vénézuélienne chaque vendredi. S'il y a des violences pendant les manifestations, s'il y a des violences, réprimé violemment. Voilà. Et ensuite, comment les acteurs qui sont des partenaires finalement du régime vont-ils continuer à se solidariser ou pas? Ou est-ce qu'ils vont vouloir couler avec Bouteflika? C'est-à-dire que ce n'est pas du tout évident que des grands acteurs institutionnels voient finalement partir Bouteflika et se disent il faut le suivre jusqu'au bout. Et je pense que c'est autour de tous ces enjeux-là qu'on va voir dans les semaines à venir la transition algérienne. Est-ce qu'on peut espérer finalement des compromis et une sortie politique et pacifique, ou au contraire du clivage, de la fragmentation et au final de la violence? Sur l'attitude de la France, Flavien Borra, on peut la résumer en 4 mots qui semblent être la ligne de l'Élysée: ni ingérence, ni indifférence. Il y a une immense gêne, une immense prudence, je dirais à cause du passé oui, colonial historique. Je dirais plus une prudence qu'une gêne. Bon, c'est vrai que les intérêts économiques, il y a une sensibilité peut-être un peu plus forte avec l'Algérie, mais on pourrait d'une certaine manière appliquer le même schéma pour les 2 pays voisins que sont le Maroc et la Tunisie. Il y a des intérêts croisés. Il y a évidemment une proximité humaine, culturelle qui est très très forte. L'Algérie reste un pays important pour l'économie française, un marché, un débouché bien sûr. Les hydrocarbures. Mais il y a aussi ce sentiment qu'au fond chaque mot, chaque parole peut être surinterprété. Comme étant une volonté d'ingérence, de soutien l'une ou l'autre des parties, d'un lâchage d'une autre partie. Donc on est obligé de faire au fond très très attention. Mais la France n'a pas intérêt à avoir l'Algérie, grand pays partenaire, notamment partenaire dans la lutte contre le djihadisme, être déstabilisée. Ça compte. L'Algérie fait partie de la zone d'intérêt français, comme on pourrait dire la France fait partie de la zone d'intérêt algérienne d'ailleurs. Il suffit de voir les frontières de l'Algérie. La grande frontière que nous avons avec le Mali, avec le Niger, avec la Libye. Où nos troupes sont engagées dans l'opération Barkhane. Et où l'Algérie déploie aussi son armée, parce qu'elle veille aussi aux frontières algériennes, à la stabilité, à la sécurité de l'Algérie, parce que ces frontières, c'est désertique, elles sont poreuses. Elles sont poreuses, donc ça demande un déploiement. Nous n'avons pas les mêmes intérêts dans la région. Le problème, il faut le dire, il est là, c'est-à-dire que finalement...
L'Algérie a les accords d'Alger de 2015 sur le Mali, mais finalement, ils ne sont pas appliqués. Il y a un refus de l'Algérie d'être dans le G5, alors que la France aurait sans doute souhaité l'avoir. Et du coup, on voit plutôt la France dans la région. C'est quoi le G5, pardon? C'était le groupe des 5 pays du Sahel, finalement, pour combattre. Voilà. Finalement, le grand pays de la région qui est avec la France dans la région, c'est l'Égypte, et ce n'est pas l'Algérie. Et je pense qu'il y a eu aussi, là, je dirais, une relation un petit peu ratée sur la région entre l'Algérie et la France. On aurait pu espérer mieux, plus. On a plutôt, je dirais, un strict minimum en termes de partenariat. Moi, je serais plus nuancée. Parce que la proximité de la France et de l'Algérie, quoi qu'on en dise, même si à Alger, on ne veut pas d'ingérence, on ne veut surtout pas que la France se mêle, les intérêts sont là. Je veux dire, les intérêts sont humains, sont économiques. Il y a des échanges économiques en dehors des hydrocarbures. Il y a aussi des expatriés, des binationaux qui sont en Algérie, qui travaillent en Algérie. Concluez. Voilà, donc je pense que l'Algérie n'est pas n'importe quel pays pour la France.